Merci, chers amis, de nous avoir rejoints pour cette nouvelle table ronde. Je le disais à l'instant, on va parler des leviers pour favoriser l'émergence et le déploiement des biomédicaments en France. Et j'aimerais d'ores et déjà vous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne bien tous ensemble voilà l'ampleur des opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Selon une étude de l'Association pour la production de biomédicaments en France, ce sont aujourd'hui 131 entreprises et 587 produits qui sont en cours de développement dans l'Hexagone, mais nous importons 95% de nos biomédicaments. Je répète, nous importons 95% de nos biomédicaments. C'est beaucoup, c'est pour ça que je vous parlais d'opportunités. Et l'objectif est donc à la fois de doubler la part de biomédicaments produits sur notre sol d'ici 2030 et de passer de 10 000 à 20 000 emplois d'ici 2030. On va donc voir un petit peu quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs et pour que la bioproduction en France se déploie beaucoup plus sereinement et comment donc accompagner le développement et le déploiement des produits de santé sur toute la chaîne de l'innovation pour permettre à terme une soutenabilité du système de santé. On va en parler bien sûr avec nos invités, à commencer par Franck Mouton, président de France Biotech, l'association qui regroupe les principaux entrepreneurs innovants de la health tech et leurs partenaires experts. Et on peut l'applaudir, bien sûr. On va applaudir chacun de nos invités. Oh, il y a un fan ici qui applaudit très fort, plus fort que les autres. Non, mais on a le droit de faire venir des fans si on a envie, il n'y a pas de problème. Joanna Miquelin, qui est avec nous également, Head of Biolabs Europe, des espaces de coworking pour les startups spécialisées dans les sciences de la vie, des lieux pour tester et développer des idées et des projets révolutionnaires. Merci d'être avec nous. Luigi Formicola est également avec nous, CEO et cofondateur de Hexadex Innov, qui déploie une technologie brevetée pour le développement de la première thérapie tissulaire qui lutte contre les maladies métaboliques associées à l'obésité. Bravo, merci d'être avec nous. Et Stéphanie Kerverstin, qui est déléguée générale de l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé. Il s'agit d'une interface entre les entreprises du secteur de la santé et la recherche publique française pour catalyser les synergies entre les acteurs de recherche et d'innovation publique et privée et renforcer leur attractivité à l'international. Et nous avons évidemment une modératrice qui est Laure Carichon, Technology Transfer Manager à la SAT Sud-Est. On peut faire un dernier round of applause, comme disent les Américains. Et nous avons donc 40 minutes à profiter de cette table ronde. Je le redis à chaque fois, mais nous n'aurons pas de temps d'échange avec nos intervenants, puisque nous avons plein de tables rondes à vous proposer ensuite. Mais vous pouvez bien sûr aller les voir sur leur stand ou aller les rencontrer quand ils descendront de scène tout à l'heure. C'est à vous, chers amis. Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, l'objectif est d'essayer d'aborder au moins partiellement sur 40 minutes, certains des leviers qui peuvent accompagner l'émergence et le déploiement des nouveaux médicaments et biomédicaments, notamment aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais proposer aux intervenants d'intervenir plutôt sur des phases un peu plus amont, sur l'accompagnement des startups et notamment sur les questions et les problématiques d'accès à des infrastructures pour permettre l'installation et la croissance des startups et également sur les notions d'intégration à des réseaux industriels. Donc je vais proposer dans un premier temps à Joanna Michelin d'intervenir pour présenter sa structure et débuter sur cette thématique. Bonjour à tous. Donc Joanna Michelin, je dirige les activités de Biolabs en Europe. Alors Biolabs, c'est un réseau d'espaces pour des startups en santé qui proposent notamment des accès à des infrastructures de laboratoire partagées. Le concept, c'est finalement de faire du coworking de laboratoire. Alors c'est très adapté notamment à des startups qui sont relativement early stage, qui sortent d'environnements académiques, qui ont fait parfois une première levée de fonds, parfois même pas, et qui ont à la fois besoin de sortir de l'environnement académique parce que, on le sait tous, dans les labos de recherche, ça peut devenir complexe à un moment de pousser les murs pour accueillir l'ensemble des innovations qui y sont produites. Pour autant, elles sont dans des phases on va dire très early, dans lesquelles elles ont besoin encore d'infrastructures de recherche pour poursuivre leur R&D. Et c'est très vrai en Europe, mais pas que. Le modèle fonctionne également très bien aux États-Unis.
le premier tour de seed que font ces startups-là ne doit pas et ne peut pas servir à acheter et à installer l'intégralité d'un équipement nécessaire pour mener à bien ce projet-là de R&D. Et donc c'est là qu'intervient Biolabs. Nous proposons de l'accès à la paillasse au mois le mois, sans aucun engagement, sur un parc d'équipements avec les services associés, l'ensemble des équipements qui sont finalement nécessaires aux travaux de base d'une biotech. Alors on s'installe dans des écosystèmes on va dire prolifiques en innovation et notamment en santé. Et c'est pour ça qu'on a choisi la France en premier lieu pour notre première implantation en Europe et notamment la région Île-de-France. Donc nous avons un site à Paris, nous avons un site à Saclay et nous avons également ouvert un site en Allemagne à Heidelberg. L'objectif étant d'être en proximité de ces centres de recherche qui créent de l'innovation et qui vont voilà, spin-offer ces innovations-là avec des équipes qui ont besoin d'un environnement entrepreneurial et équipé pour poursuivre et accélérer leur développement. Parfait, merci Johanna. Le principe aussi, c'est finalement, vous avez aussi des sponsors industriels qui participent et qui contribuent à cet accompagnement. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est pas juste l'infrastructure de laboratoire. Ça, c'est une chose qui est essentielle, dont on ne peut pas se passer. Soit on la trouve en environnement académique, soit il faut la trouver ailleurs, et c'est pour ça qu'on propose ces solutions-là. Mais c'est également on va dire, de s'immerger dans un environnement qui va être propice au développement de la start-up. Un environnement dans lequel il y a d'autres entrepreneurs. C'est important de partager ses joies et ses peines d'entrepreneurs en santé, d'avoir autour de soi des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques, qui les ont parfois solutionnées parce qu'elles ont un petit temps d'avance en termes de développement. Mais il faut également parvenir à s'entourer d'investisseurs, de conseils et d'industriels qui partagent ces problématiques-là, qui ont ce souhait de s'investir dans l'accompagnement de start-up. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on travaille énormément et sur lequel c'est une des grandes forces du réseau de Biolabs. Aujourd'hui, sur nos sites en Europe, le soutien industriel a été extrêmement important. On est ravis de voir le dynamisme de nos partenaires qui ont répondu présent pour nous aider à ouvrir ces sites-là et pour accompagner la trentaine de startups qui sont aujourd'hui accompagnées par Biolabs en France. Nous avons réussi à mobiliser effectivement Sanofi, Ipsen, Pfizer, Novo Nordisk, Amgen, tous ces gens-là, Servier, tous ces industriels-là sont présents au quotidien auprès des startups qui le souhaitent. Pas d'obligation, jamais d'obligation. Mais ils sont présents auprès des startups qui le souhaitent pour les aider à répondre à leurs problématiques de roadmap de développement, de questions d'industrialisation, de production. Tout ça, c'est extrêmement important. Parfait, merci. Et donc, pour poursuivre un peu dans cette thématique, justement, encore, on va dire, amont, sur les aspects d'installation et de déploiement, je vais laisser la parole à notre start-upper du jour, donc Luigi Formicola, donc, pour présenter à la fois votre activité et puis ses problématiques d'infrastructure. Merci, donc bonjour à tous. Je suis Luigi Formicola, cofondateur d'une société de biotech, Exadexinov, qui est issue de technologies développées au sein de la recherche académique et soutenue par la SAT Sud-Est. Donc nous, on a un produit, effectivement, on développe en interne un produit de biothérapie innovante contre l'obésité et les maladies métaboliques chroniques. Et c'est des thérapies, c'est une thérapie cellulaire, donc une thérapie lourde, entre guillemets. On va avoir effectivement toutes les contraintes, si on veut, d'un développement préclinique d'un médicament classique, donc molécule. Mais en plus, on a effectivement des questionnements sur le procédé de production qui en fait, c'est des questionnements qui vont arriver peut-être beaucoup plus tôt dans notre stratégie de développement par rapport à d'autres projets de développement de molécules, par exemple. Et voilà, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que disait Johanna. C'est vrai que nous, en tant que start-up biotech, donc, on sort d'un laboratoire de recherche académique et on peut se retrouver vite, si pas bloqué, en tout cas limité par peut-être un manque d'infrastructures qu'on ne va pas pouvoir forcément acquérir en interne. Donc on va devoir chercher des collaborations ou
Pourquoi pas peut-être des solutions peut-être mutualisées qui pourraient nous aider. Et effectivement, un côté très important dans tout ce qui est développement de biothérapie et biomédicaments, c'est vraiment le côté production. Donc c'est bien beau effectivement de démontrer la preuve de concept clinique d'un produit de biothérapie. Le problème, ce sera de le mettre à l'échelle après et de l'adapter en environnement industriel pour le commercialiser, le produire et le commercialiser. Et on a vu beaucoup de thérapies, de biothérapie, thérapie cellulaire par exemple, qui sont arrivées au stade de preuve de concept clinique. Mais après, le projet s'arrête tout simplement parce que le procédé de bioproduction ne peut pas être mis à l'échelle en fait. Et donc ça, c'est des considérations qu'il faut intégrer dès le début. Mais encore, effectivement, il faudrait un environnement propice à ça. Et c'est vrai que pour des startups biotech, il faut beaucoup d'interactions avec des industriels en fait, qui sont dans le développement, mais surtout dans la production, pour pouvoir interagir sur ce type de sujet. Et donc, c'est des choses qui se font peut-être mieux ailleurs qu'en Europe, et en Europe ailleurs qu'en France. Donc, effectivement, il faudrait peut-être travailler aussi là-dessus pour aider toutes ces structures qui démarrent à pouvoir non seulement développer un produit, mais aussi préparer la suite pour le produire et commercialiser après. Oui, tout à fait, avec les questions à la fois, on va dire, d'émergence et de déploiement, c'est le sujet du jour. Donc, je vais vous proposer, Franck Mouton, justement, d'intervenir, donc en tant que personnalité qualifiée de France 2030, sur les, on va dire, différents axes mis en place, on va dire, pour la santé, et notamment ceux qui vont permettre de promouvoir les médicaments et biomédicaments. D'abord, merci beaucoup de m'offrir cette opportunité. Merci au réseau des SAT. Merci à Laurent pour sa confiance. Ce sujet-là est évidemment très précieux pour les adhérents de France Biotech, qui sont majoritairement issus de la sphère académique, sociétés qui développent des nouvelles modalités thérapeutiques et qui ont besoin effectivement à la fois de pouvoir les développer sur le territoire avec tout le panel d'outils nécessaires, que ce soit le développement clinique, que ce soit l'industrialisation, le passage à l'échelle. Et effectivement, France 2030, quand le président de la République a arbitré les 7,5 milliards en juin 2021, une partie était dédiée justement à ces enjeux de réindustrialisation du territoire sur la bioproduction et les biomédicaments. 800 millions d'euros, et l'idée c'était d'adresser, et c'était quand même une première, d'aller de la recherche, du soin, de la formation et de l'industrialisation. Et ça, effectivement, c'est en cours de déploiement. On a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place sous forme souvent d'appels à projets. Appel à projets, par exemple, pour les biothérapies, sur des nouvelles modalités, où là, effectivement, l'État investit dans les entreprises, soit en fonds propres, soit directement en subvention et en avance remboursable, pour que ces solutions-là soient développées sur le territoire, que ce soit sur la partie industrielle, production, comme sur la partie développement clinique. On a aussi directement des outils industrialisation et capacitaires dans France 2030, et en particulier bioproduction, mais qui se mêlent aussi avec maladies infectieuses émergentes, etc. Les sujets en fait sont évidemment joints. Quand on pense aux vaccins, ce sont des biomédicaments, et on a les mêmes problématiques d'industrialisation sur le territoire. Donc là-dessus, on a aussi des investissements très lourds qui sont réalisés sur le territoire, sur le caractère industriel. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a cette logique à travers la recherche et l'industrialisation à essayer d'optimiser les capacités de production. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire on va faire en sorte que la France s'équipe de surfaces GMP pour fabriquer des CAR-T, pour fabriquer des thérapies géniques, pour fabriquer un certain nombre du microbiote. C'est aussi l'idée de dire on peut investir, et je pense que tu en es l'exemple, sur le fait d'innover dans la production pour faire en sorte que ce soit soutenable. Aujourd'hui, la dernière thérapie génique à date sur le territoire américain, c'est 3,2 millions de dollars par patient. On va avoir du mal à rendre soutenable notre système de santé si on reste avec ces montants, et c'est ces montants qui correspondent aussi aux investissements encore nécessaires en termes de prise de risque. Donc tout ça pour dire qu'il
il y a de la recherche qui cherche effectivement à abaisser le risque de la bioproduction, c'est-à-dire d'augmenter les rendements. Il y a des ambitions, hein, c'est-à-dire que typiquement sur les thérapies géniques et thérapies cellulaires, c'est des facteurs 100 qu'on attend en termes d'augmentation de la productivité et de la capacité à éviter de jeter des lots cliniques qui seraient très coûteux. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect formation, parce que ça c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que sur le territoire français, on manque en fait au sein de ces structures industrielles de gens qui sont formés pour piloter ces instruments. Et puis sur la partie essais cliniques, et là-dessus, donc l'agence Innovation en Santé essaye justement de coordonner les efforts financiers pour aller aussi sur des efforts d'accélération des développements, c'est-à-dire chercher tout moyen de faire du fast track, de démontrer rapidement la valeur, de travailler avec l'évaluateur, avec le régulateur et le payeur français, pour voir effectivement comment faire en sorte que tout ça soit cohérent. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Parfait, merci Franck. Je vais proposer maintenant à Stéphanie de représenter, on va dire un peu plus en détail, l'ARIS, qui justement contribue à une partie de cette promotion, on va dire, de l'écosystème en santé. Voilà, merci beaucoup Laure, merci beaucoup Laurent et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, donc l'ARIS, c'est l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé. Donc nous sommes une association donc, à but non lucratif qui regroupons une vingtaine de laboratoires, une vingtaine d'entreprises, uniquement des grands groupes internationaux et intéressés justement pour développer les liens avec la recherche française. Et donc finalement, par rapport à toutes ces questions de développement du médicament, du biomédicament, nous on adresse aussi un aspect un peu complémentaire, mais que Franck a aussi mentionné, qui est comment est-ce qu'on promeut la France comme terrain d'innovation, comme terrain de recherche à l'international auprès des filiales, auprès des directeurs médicaux qui siègent à l'ARIS et qui sont les directeurs médicaux des filiales françaises de ces grands groupes. Et donc dans ce but, nous, on est un peu du soft, on va dire. C'est-à-dire que dans nos actions, ça va être beaucoup de mise en avant, de rencontres et de présenter tout ce qui se fait en France pour promouvoir des développements de médicaments, de production, des essais cliniques en France par nos adhérents. Et on travaille aussi donc, avec toutes les structures qui existent. Et puis, on essaye de mettre en avant les investissements dont Franck a présenté, dont France Santé 2030. Et excusez-moi, je perds parfois mon fil d'idée, mais je reviens. Donc, à travers des événements. Et donc là, il y a des choses qu'on monte, mais on ne travaille pas tout seul, parce que nous, effectivement, on est donc assez petits. Et on travaille avec des structures, donc typiquement France Biotech, pour promouvoir tous ces outils qui sont mis en avant. Parce que la France est vraiment reconnue par nos groupes à l'international pour son excellence scientifique. Et ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est qu'en plus de l'excellence, il y a des réseaux, il y a des technologies et il y a des investissements français, des investissements par l'État pour faire émerger des pôles d'excellence et pour favoriser effectivement le fait que ces grands groupes puissent collaborer, puissent monter des projets au sein de ces groupements d'excellence, avec directement les labos, mais aussi au sein de répondre à des projets européens en concertation. On travaille aussi pas mal sur le fait que d'aller au-delà simplement du contrat de collaboration, de montrer qu'il y a d'autres moyens, effectivement, sur lesquels les grands groupes sont intéressés parce qu'ils sont issus de la recherche française. Donc ça va être soit de capitaliser et d'investir dans des startups ou d'investir dans des structures qui soutiennent les startups comme Biolabs. Les contrats de collaboration, mais finalement, ils sont rares. Ce qui intéresse beaucoup les grands groupes, ça va être plutôt de participer à l'émergence d'écosystèmes. Donc typiquement le PSCC avec Sanofi, avec Servier qui est aussi impliqué, mais aussi tout ce qui émerge en IHU, en biocluster. Et donc vraiment, il y a un intérêt fort des industriels qui regardent effectivement tout ce qui émerge. Et là, ce qu'on essaye d'apporter avec France Biotech, avec Medicène, avec l'AP, avec tous ceux avec qui on travaille, c'est des clés pour comprendre cet écosystème. Et pour revenir sur une idée, effectivement celle que j'avais perdue, que j'essaye de rattraper, c'est qu'on monte avec France Biotech des ateliers de présentation de tous les outils de France Santé 2030. Qu'est-ce qu'à destination des industriels, des startups qui viennent de se monter, qui ne sont pas forcément issus de l'académique,
des grands groupes, des moyens groupes, enfin de toute la chaîne de valeur et d'expliquer ce que c'est qu'un PEPR. Pour montrer qu'un PEPR, ça génère maintenant les connaissances qui donneront les innovations de demain, d'aujourd'hui ou de demain. Je ne suis pas sûre que tout le Ah monde oui, sache pardon, que c'est un PEPR. PEPR. Alors, attention, je vais demander l'aide de Franck parce que comme je suis un peu stressée, je sens que PEPR va m'échapper. C'est les plans, les équipements prioritaires de recherche. Programme. Voilà, programme. Ce sont des financements France Santé 2030 pour les étapes les plus précoces, pour la recherche la plus précoce, TRL 1 à 4. TRL, c'est bon? Oui, oui, bon, je pense. Enfin, j'espère. Mais au-delà, il y a effectivement les investissements dans les cohortes, les investissements dans les biobanques, des investissements aussi dans les infras. Et tout ça, on le met en avant dans ces ateliers sur lesquels on convie tous les industriels pour faciliter l'investissement en France et donc l'émergence de médicaments. Oui, donc le principe, c'est les notions finalement de promotion des écosystèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais à terme peut-être aussi de coordination finalement de ces différents écosystèmes pour pouvoir répondre aux problématiques, notamment, je dirais, d'accompagnement des startups, puisque la majorité quand même des innovations, et c'est l'objectif aujourd'hui, émerge finalement de startups. Et donc il y a cette notion finalement d'un écosystème à la fois donc sur des investissements assez précoces, pour les PEPR, mais après sur des écosystèmes qui doivent se construire pour accompagner, faire émerger et déployer le développement, on va dire, des produits de santé. Après, si on recentre un peu plus, parce que c'est vrai que c'est la particularité des biomédicaments, donc effectivement, là, dans votre problématique, Luigi, en fait, il y a, je dirais, parce que là, vous êtes encore au stade, vous avez présenté rapidement, mais vous êtes encore à un stade relativement précoce, encore préclinique. Donc vous avez déjà des difficultés finalement sur les notions de bioproduction ou pour pouvoir mettre en place vos essais cliniques. En fait, oui, nous sommes au stade préclinique, non réglementaire. Mais pour tout ce qui est biomédicaments, effectivement, c'est très important ce côté production dont je parlais tout à l'heure, pour justement empêcher que le projet s'arrête une fois que les premiers patients ont été testés. Parce que voilà, il est beau c'est beau de tester un produit sur quelques patients. Après, il faudra le tester sur beaucoup plus de patients et à terme le produire et le commercialiser. Donc c'est vrai que nous, on a été très vite finalement confrontés à ces problématiques de comment réfléchir pour mettre en place un système de production qui puisse être mis à l'échelle et dans une étape ultérieure. Et c'est là peut-être qu'effectivement on rencontre des besoins. C'est tout ce côté où on va avoir besoin effectivement de profils spécifiques et spécialisés qui travaillent là-dessus. On va avoir besoin de relations avec des industriels qui sont experts dans ces dynamiques de bioproduction pour mettre justement au point ensemble des process qui soient adaptés aux conditions réelles de l'industrie. Et évidemment, il y a aussi un côté de mise en relation avec des investisseurs qualifiés pour justement financer ces différentes phases. Je pense que, si je peux me permettre de rebondir, je pense que là-dessus, Luigi touche du doigt quelque chose qui est assez spécifique effectivement à ce domaine-là du biomédicament, mais qui est quand même assez vrai de façon générale pour l'industrie de santé. C'est-à-dire que Exadex est en phase préclinique, non réglementaire, et il y a besoin d'expertise industrielle à ce moment-là. On pourrait croire que c'est particulier aux biomédicaments. Dans l'industrie de santé, de façon générale, je pense qu'il faut prendre la bonne habitude d'interagir très tôt avec des partenaires industriels, sans avoir peur de cette interaction-là, de se dire qu'elle peut être éventuellement trop anticipée parce qu'on n'est pas prêt à monter un partenariat formel ou on n'est pas prêt à monter même une collaboration formelle. Non, avoir accès à l'expertise industrielle très en avance de phase, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose on a eu tendance, je pense, à freiner, et qui se libère aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Il faut créer des environnements qui permettent ça. Voilà, très clairement. Oui, tout à fait, parce que j'allais rebondir effectivement sur cette notion finalement de ne pas partir dans un développement seul, dans une recherche seule, puisqu'à terme, ça va de toute façon devoir s'intégrer dans
je dirais un écosystème, un système industriel. Alors on parle des biothérapies, mais effectivement, c'est produits de santé en général. Donc c'était pour ça que je posais aussi la question. Finalement, à votre stade actuel, c'est pas une problématique. Par contre, là, vous êtes en train d'essayer de voir comment vous allez construire votre business model sur ces notions de production. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà les partenaires existants ou les infrastructures existantes? Là, maintenant, on ne va plus pas parler des infrastructures amont, mais plus aval, hein, les futurs centres de production. Alors qu'ils peuvent être nombreux, hein, parce que là on parle de biomédicaments, c'est beaucoup de technologies différentes. Hein. Et donc je pense que c'était plutôt ça finalement votre problématique les étapes d'après-demain. Oui, voilà, effectivement, ça va être plutôt des problématiques d'identifier des partenaires clés et aussi d'avoir accès à un certain type d'infrastructure pour tout simplement effectivement mettre au point ces phases d'adaptation finalement de notre procédé technologique aux standards industriels. Et donc quand on est en environnement académique, c'est vrai qu'on n'a pas forcément accès à toute cette infrastructure. Et même évidemment, c'est pas concevable de se dire qu'on va lever de l'argent pour justement acquérir des outils assez complexes. Je pense que la problématique pour nous, ça va être vraiment une question de pouvoir avoir accès à des structures qui nous permettent finalement de tester en environnement industriel ce qu'on voudrait faire et c'est peut-être là qu'il y a un besoin, pas forcément que pour nous, mais aussi pour pas mal, je pense, de biotech dans notre stade de développement. Oui. Oui, donc le gap serait, là, je vais me retourner un peu vers Franck, mais finalement dans le plan France 2030, il y a un peu aussi cette notion de combler ce gap finalement d'investissement peut-être public et privé pour arriver à coordonner ces développements et ces déploiements de... Au-delà des outils, il y a une volonté, et je pense que c'est une volonté partagée de tous les acteurs, d'avoir un rapprochement intellectuel entre soins, innovation, recherche, investisseurs, industriels. On le voit à différents endroits. Enfin, à Hôtel-Dieu est un exemple. Ce qu'on va faire lundi au CHU, à la PHM, où on aura effectivement tous les acteurs. Je pense qu'il y a une vraie volonté commune, justement, avec un abaissement des craintes historiques qu'on avait de partage de valeurs, etc. Où là, on a vraiment un partage d'expertise, une volonté de partage d'expertise, de faire progresser les projets sans forcément, d'ailleurs, les partenariser. Hein. Il y a vraiment aussi la notion d'accompagnement. Et c'est ce qu'on disait depuis le début, hein, c'est-à-dire que là-dessus, tout ce qui permet de démontrer rapidement la valeur, de débrancher certains projets. Je pense que vous êtes aussi, vous, au cœur du réacteur du nombre de projets qui sortent de la sphère académique. Et donc, tout ce qui est en capacité de démontrer rapidement que ça a du sens ou pas, ça a aussi la possibilité d'épargner les investisseurs de se détourner de ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, c'est clé. C'est-à-dire que je pense qu'on a cette opportunité en ce moment, ça s'est passé pendant et après la crise sanitaire. Ça a démontré effectivement les enjeux de l'innovation en santé. Mais il ne faut pas perdre ce fil. Et donc, il faut absolument en profiter. Et c'est vrai que au-delà des fonds, le travail que fait par exemple l'ISALTER, de vouloir effectivement rassembler au maximum l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir faire en sorte d'accompagner les projets et de soutenir ceux qui ont un potentiel économique et sanitaire fort, me semble être exactement dans cet état d'esprit-là. Oui, là, dans ce que vous êtes en train d'aborder, parce qu'on est allé un peu de différents niveaux, des niveaux de développement sur la voie de l'innovation, mais finalement, il faut peut-être aussi essayer d'accompagner finalement beaucoup plus précocement aussi les start-upers sur ces problématiques de validation de preuve de concept finalement pour, j'allais dire, s'arrêter plus précocement si ça ne répond pas et si ça ne peut pas s'intégrer à terme dans le système à la fois d'industrialisation et de système de santé. Clairement, et pour moi, vous jouez un rôle clé avec la prématuration et la maturation pour vraiment effectivement commencer à établir le potentiel industriel, commencer à pouvoir dérisquer les projets, faire en sorte qu'ils ne sortent pas trop tôt de la sphère académique, mais d'avoir suffisamment d'informations pour intéresser un certain nombre de partenaires, que ce soit des partenaires industriels ou des partenaires stratégiques financiers. Aujourd'hui, on a vraiment ce besoin, c'est clair. Et que
on est dans une situation qui malheureusement n'est pas dans un environnement économique extrêmement porteur. Donc il faut être très très exigeant sur cette étape-là pour faire en sorte que les partenaires stratégiques financiers s'y retrouvent assez vite. Et ça, on a un vrai enjeu en ce moment de sélectivité, d'accompagnement justement, de faire en sorte que ces projets soient sélectionnés, accompagnés par les meilleurs pour pouvoir effectivement abaisser ce risque aujourd'hui. Oui, donc finalement, assez rapidement, parce qu'on parlait un peu finalement de changement de mindset entre académique et industriel, et là on en revient peut-être aussi à une partie des activités de la RIS où en fait il faudrait que finalement au niveau académique, il y ait des fois des interactions plus précoces ou plus proches avec une partie des industriels ou des réseaux industriels pour que les nouvelles technologies correspondent de manière le plus proche possible aux besoins du marché et aux possibilités du marché. Mais tout à fait. Il y en a déjà beaucoup. Ça se développe beaucoup. Effectivement, ce que mentionnait Johanna avec le partenariat d'Amgen, de Pfizer, Novo Nordisk avec Biolabs. Donc ça se développe effectivement. Le fait que très tôt, les industriels vont être partie prenante dans des programmes d'accompagnement pour dérisquer. Et même au-delà effectivement de ces initiatives qui sont cadrées, enfin qui sont connues, il y a aussi parfois des initiatives qui se montent à l'initiative des industriels. Donc on en a fait à l'ARIS par exemple, de faire des petits programmes d'accompagnement de start-up pour répondre à des besoins très spécifiques qu'avaient exprimés les industriels. Donc en l'occurrence, ça a été le parcours de soins, mais ça s'est inspiré d'un programme d'accompagnement avec France Biotech aussi qui était sur la santé mentale. Et ça reste toujours effectivement ce qu'on met en avant là, c'est-à-dire un accompagnement le plus tôt possible avec autour de la table les industriels pour dérisquer et pour être sûr que le projet réponde à des besoins et qu'il va trouver effectivement son marché et qu'il va trouver une issue heureuse avec en plus effectivement le fait d'accepter parfois assez tôt de débrancher un projet. Ce qui est toujours très douloureux mais qui fait partie effectivement du chemin des innovations. Une étape délicate, mais qui justement rentre, je rebondis un peu ce que vous disiez Franck tout à l'heure, sur la notion finalement de coût après pour le système de santé, mais oui finalement il faut arriver aussi à investir, ou plutôt à désinvestir sur les projets, on va dire rapidement quand c'est pertinent, pour pouvoir mieux investir sur les projets qui vont potentiellement pouvoir aller plus loin. Je suppose, à terme, ça a aussi une incidence sur le montant des investissements et donc à terme sur la soutenabilité finalement du système de santé. Et donc ça demande quand même, parce que là on en parle de manière un peu générale, on n'a que 40 minutes aujourd'hui, mais c'est vrai que ça demande vraiment à terme une coordination et des co-investissements assez particuliers. Donc ça, je dirais que c'est France 2030 aussi, entre autres, qui répond à une partie de ces questions et de ces interrogations pour essayer de favoriser ces innovations. Ce qui est très très compliqué en soi, parce que faire des choix à des stades précoces, c'est extrêmement difficile. Vous le savez mieux que personne. Je pense que vous êtes les mieux placés pour voir à quel point, effectivement, par rapport à ce qui vous est présenté, la maturité des projets, de se dire est-ce que on a suffisamment d'informations pour se dire que l'ambition portée va être réalisée. Donc ça, il y a déjà ça, et ça c'est très compliqué, d'où l'intérêt effectivement de croiser intellectuellement les ressources pour pouvoir choisir, et ça c'est très important qu'on continue à mailler, et cette table ronde en témoigne en tout cas de cette volonté de mailler les différentes compétences et expertises qui existent sur le territoire pour pouvoir justement aider à cela. France 2030 après accompagne effectivement, mais il faut les aider aussi sur les meilleurs projets, les accompagner le plus loin possible. Là-dessus, on a un certain nombre. La French Tech, par exemple, fait partie des outils. Toute la partie accompagnement et accélération des pôles de l'Agence Innovation en Santé. Après, derrière, l'opérationnalisation, elle se fait par nos opérateurs, la BPI, l'ANR, la Caisse des dépôts et les banques des territoires. Mais en revanche, ils ont vraiment besoin qu'on leur amène des dossiers qui sont très qualifiés avec le maximum d'informations en tout cas disponibles pour pouvoir réaliser ces investissements. Et c'est tout là le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette problématique d'investissement et effectivement de sélection. Alors,
je vais peut-être rebondir sur Luigi, puisque finalement c'est notre start-upper et c'est le, c'est le principe aujourd'hui, c'est vous qui êtes confrontés à ces problèmes. Alors pas de question piège, mais finalement par rapport aux réponses que vous pouvez entendre, parce que vous avez déjà entendu, hein, une partie France 2030, etc. Vous actuellement, en fait, finalement vos principales inquiétudes actuelles à votre stade de développement sur le déploiement ou sur l'accompagnement dans le réseau industriel, est-ce que vous pensez que vous avez déjà suffisamment, je dirais, d'accompagnement ou de partenariat possible avec des industriels, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui mérite d'être amélioré ou, C'est vrai que, disons, toute stratégie pour améliorer cette interaction entre des startups biotech et des industriels, je pense qu'elle est la bienvenue. C'est vrai que effectivement, il faut contacter tout de suite des industriels pour. C'est vrai qu'il y a un côté aussi d'approche à la clinique, donc il faut avoir toujours le patient en tête pour imaginer déjà un produit qui puisse être inséré dans un parcours de soins, donc avoir le patient en tête, donc aller discuter avec tous ces acteurs. Donc effectivement, ce type d'actions sont nécessaires. Et il y a un côté où effectivement, on va avoir besoin d'interagir avec des industriels, à la fois pour ensuite reprendre le projet et l'amener sur le marché réellement, et des industriels qui sont eux plus dans ces phases de production. Un exemple, effectivement, on a été invité à un pitch en Allemagne dans un incubateur. L'intérêt de cet incubateur, c'est de mettre en relation avec différents industriels, que ce soit sur la partie plutôt accès au marché, la partie production, etc. Et effectivement, on a dû aller loin pour trouver des contacts, par exemple en France, d'industriels spécialisés en production. Donc c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut clairement améliorer pour que ce soit plus facile, voilà, pas que pour nous, mais pour toute la filière en fait. Et vous, en pratique, j'allais dire actuellement, vous arrivez assez facilement à accéder à certains partenaires industriels, réseaux industriels, où il y a des... Voilà, ça Il y a des dépend. choses qui pêchent encore. Voilà, ça dépend effectivement. Je pense qu'on va avoir peut-être plus de mal à avoir accès à peut-être des grands industriels qui sont plus difficilement approchables, disons. Donc voilà, effectivement, là, je pense qu'il y a du travail à faire. Oui, soit de mise en relation, soit de retransmission aussi finalement de leur fonctionnement. Oui, voilà, exactement. Ok. Donc on arrive bientôt là dans les 5 dernières minutes. Donc je vais peut-être vous proposer à chacun peut-être un dernier mot sur ces notions finalement de déploiement des nouveaux biomédicaments, donc notamment tourné sur la notion d'accompagnement des startups. Si vous avez une dernière conclusion à proposer. Alors il y a d'autres, je précise, il y a beaucoup d'autres leviers possibles. Hein. On avait 40 minutes, on a résumé. Moi j'ai une suggestion effectivement pour les donc startups dans la salle. Je pense que vous l'aurez compris de l'intervention de Luigi, il faut se connecter à tous les réseaux possibles. Il faut être membre de votre incubateur régional, être accompagné par votre SAT en même temps. Il faut rejoindre France Biotech, il faut rejoindre un accélérateur quand vous le pouvez, le tout en même temps, parce que tous ces réseaux-là seront utiles à différents stades de développement. Chacune de ces structures d'accompagnement va apporter son réseau, telle infrastructure, telle pièce nécessaire au développement. Et voilà. Et Biolabs en fait partie. Encore une fois, si l'infrastructure de labo fait partie de vos besoins, si les réseaux d'industriels de la pharma font partie de vos besoins, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Johanna. Comme vous voulez. Vas-y, Stéphanie, si tu veux refaire. Ben oui, je rejoindrais vraiment la conclusion de Johanna. C'est-à-dire qu'il est important d'être très connecté. Nous, on le voit là pour les adhérents, pour la RIS. On aime effectivement bien connaître et toutes les interfaces qui existent sont importantes. Et parce que on promeut ça, mais c'est vrai que les industriels ne peuvent pas non plus regarder toutes les startups, ne peuvent pas être partout. Et donc, ce qui est important aussi, c'est vraiment d'avoir un filtre, d'avoir été sélectionné.
d'avoir été sélectionné par un incubateur, d'avoir été sélectionné par une SAT, accompagné par une SAT, accompagné par un pôle, accompagné même par d'autres. Il existe divers programmes d'accompagnement, financiers, pas financiers, avec des murs ou autres, et vraiment de développer son réseau, de se faire connaître. Les industriels attendent des belles solutions, sont prêts à les accompagner, mais ils veulent être sûrs de effectivement l'excellence du projet, de la solidité pour dérisquer. Parce qu'après, les investissements sont... Une fois que les investissements industriels arrivent, ils sont toujours très conséquents. Donc, je vais passer la parole à Franck. Merci Stéphanie. Pour finir après avec... Non, je ne sais pas si j'ai une recommandation à donner. Plutôt, vu l'offre qui existe sur le territoire français, soyez exigeants sur ce que ça peut vous apporter. C'est-à-dire, au-delà de vous faire connaître, ça c'est absolument indispensable. Mais soyez très exigeants sur ce que vous attendez des différentes interactions que vous pouvez avoir avec la filière, avec entre pairs, entre experts. Parce que c'est clé pour vous. Soyez exigeants avec votre projet, mais soyez exigeants aussi avec l'entourage. Merci Franck. On peut laisser peut-être le mot de la fin alors pour le, pour le start-upper. Bah voilà, je pense que nous, en tant que start-up, chaque start-up va travailler à son projet, va travailler à le mettre sur le marché. Tout seul, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que s'il y a une volonté effectivement politique, il y a un écosystème qui aide, c'est sûrement meilleur. Parfait, merci beaucoup.